Merci d'être là parce que finalement, ce qu'il y a aujourd'hui de plus précieux, c'est quand même l'attention. L'attention, c'est même devenu une monnaie. Donc pour le sujet de comment on va passer de cette hyper-connexion à ce bien-être digital, il y a déjà une toute petite chose qu'on peut faire, c'est déjà lever l'index. Avec l'index, on peut faire un truc très très simple, c'est qu'on peut l'utiliser pour mettre sur mode avion. Voilà. Donc déjà, toutes les réunions, je vous encourage, mais vraiment faites-le. Mettez-vous sur mode avion, qu'il y ait déjà quelque chose qui se passe même au niveau des ondes entre nous. Et puis déjà, on aura moins l'envie d'aller dégainer le téléphone. Donc de se mettre sur mode avion. Tout à l'heure, je regardais un petit peu pendant que j'attendais. Et bien évidemment, j'ai vu beaucoup de gens comme ça, et une seule personne qui lisait un journal. Voilà, donc ça montre un tout petit peu déjà ce déséquilibre qu'il peut y avoir. Et forcément, quand on est comme ça, en train d'attendre, ça ne crée pas de l'interaction. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup de gratitude pour les gens qui ont l'intention d'avoir de l'attention. Donc, vous allez me donner de l'attention. Encore une fois, comme je disais, cette attention, c'est devenu quelque chose de très précieux. C'est devenu une monnaie que à la Silicon Valley, ils s'attachent à pirater. Voilà. Aujourd'hui, toutes les boîtes de la Silicon Valley s'attachent à pirater ce qui reste de libre de notre attention. Et ce qu'il y a de plus précieux aussi dans la vie, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est les rencontres. Donc des rencontres qui peuvent durer 2 secondes, des rencontres qui peuvent durer 2 minutes, qui peuvent durer 1 heure comme celle d'aujourd'hui, plus longtemps quand on est dans le train. Et ces rencontres, elles peuvent changer notre journée, et donc notre semaine, et puis ensuite notre vie. Mais ça dépend ce qu'on met tout premier moment dans la rencontre. La première seconde. Et bien souvent, on n'y met pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que on est soit en pilote automatique, soit on n'ose pas, on n'ose pas aller vers les autres, et soit forcément on ne va pas faire grand-chose parce que on est comme ça, voilà. On est sur notre écran. Donc l'interaction ne peut pas se faire. Donc du coup, on passe parfois à côté de rencontres. Et bien souvent, la rencontre peut se créer grâce ou à cause d'un incident. Si par exemple, Maud nous dit, je vous avais pas prévenu, mais finalement, on va être enfermé ici et on va sortir que ce soir et on n'aura plus de connexion, je peux vous assurer que l'interaction va tout de suite se créer. Il va tout de suite se passer quelque chose. Comme je disais, on parle beaucoup aujourd'hui d'énergie pour le climat, en pleine COP26, Glasgow. Mais qu'en est-il de notre propre énergie ? C'est vraiment la question à se poser aussi, parce que ça commence à la source. Quand on est assis là dans une pièce, c'est pas la même énergie qu'un pot de confiture. Et du coup, quand on rentre dans un bureau, quand on rentre dans une salle, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie ? Alors j'ai vu que, ce qui n'est pas souvent le cas non plus, qu'il y avait des vrais bonjours entre vous avec des sourires. Mais ensuite, on replonge l'attention sur l'écran et on ne fait rien de cette énergie. Alors qu'on est là et on attend la conférence, alors qu'on pourrait parler, interagir, se rencontrer. Donc vraiment, la première chose par rapport au sujet de cette hyperconnexion, c'est d'aller se poser la question, qu'est-ce que je fais de mon énergie au quotidien ? Comment je ramène ma présence, ma qualité de présence au quotidien ? Alors bien sûr, je pourrais, pendant 1 heure, on va dire, j'aime bien vous farcir le disque dur avec des injonctions mentales de « il faut que », faut arrêter de passer du temps sur Internet, Non, l'idée c'est, on va dire que la plus grande des solutions, c'est d'arriver à faire un premier pas de côté. Et comment on fait un premier pas de côté ? C'est-à-dire c'est en prenant conscience de son rapport au digital. Et me vient ainsi du coup une question. D'après vous, qui se pense ? Alors il y a 3 grandes familles de relations, 3 grandes familles qu'on a dans notre relation au digital. Il y a la famille des personnes qui sont équilibrées dans leur rapport au digital, la famille des personnes qui sont dépendantes dans leur rapport au digital, et la famille des personnes qui sont plutôt addictes.
Donc équilibré, ça veut dire que je peux vraiment me passer de mon téléphone toute la journée, le week-end, le soir quand je rentre, je le dépose, je le regarde à peine, vraiment pas beaucoup. Le week-end, je peux vraiment faire des week-ends off, déconnectés. Et j'ai quand même donc plus de temps passé avec les vrais gens qu'en IRL. Donc ça, c'est équilibré. Dépendant, ça veut dire que je ne peux pas vraiment m'en passer. C'est-à-dire que si je l'ai oublié à la maison, je vais revenir le chercher. Si voilà, je suis un peu dans le checking compulsif, je l'ai toujours là, je le cherche. Voilà, il est présent. Je suis vraiment dans cette dépendance. C'est mon doudou digital. J'ai un petit cordon ombilical qui est relié à mon écran. Et addict, je commence à avoir des symptômes d'addiction. Les symptômes d'addiction, c'est-à-dire le manque, c'est-à-dire on va avoir cette incapacité à être dans l'attente. Hein, on ne sait plus gérer la frustration, c'est-à-dire qu'on a des respirations courtes, des maux de tête, on a la monophobie, la nomophobie, c'est ce syndrome de la main vide, encore une fois. Et quand il n'est pas là, on a même des sensations de vibrations fantômes. Je l'ai entendu vibrer maintenant alors qu'il est dans le sac. C'est-à-dire qu'on va avoir des accélérations cardiaques, des mâchoires qui se serrent. On a vraiment des symptômes physiques d'addiction. Donc, je repose la question, qui se sent équilibré dans la salle? 2 personnes qui se sentent dépendants. Ouais. Et qui se sent addict? 1 courageux. 2 courageux. Ouais, 2 courageux. Super. Ben, ce que je vous propose, c'est de déjà regarder un petit film que j'ai réalisé de 5 minutes. Et ce qu'on va faire ensemble pendant ce temps qu'on va passer, c'est vraiment de prendre conscience. Voilà. Je suis en permanence à tes côtés. Peut-être même penses-tu que je suis ton meilleur ami. Dès le matin, je suis la première chose que tu effleures au réveil et te voilà prise à mon piège. Tu m'amènes de partout, mais en fait, c'est moi qui t'ai mis dans ma poche. Je suis sur ton cœur, près de ton sexe, présent dans toutes tes envies et parfois même tes besoins. Tu penses que je te mets dans la lumière? Mais de l'extérieur, tu es en mode automatique, une vraie machine. Je te fais même oublier de regarder la couleur du ciel une fois sortie de chez toi. Tu ne souris plus, tu te presses, tu te stresses, tu te brides, tu ne vois plus rien, tu ne te vois même plus. D'ailleurs, même ton collègue de bureau, tu préfères lui envoyer des mails plutôt que de lui parler. Ah, ta voix. Souvent tu appelles pour combler la solitude de tes déplacements, comme si j'étais la chose la plus importante de ta vie. Mais en fait, je suis le mobile d'un crime contre toi-même. Tu likes, tu snaps, tu tweets, tu te selfies pour mieux combler ton ennui, remplir le vide et te rassurer. Mais ce vide, c'est moi qui l'ai créé en toi. Souvent tu me regardes sans même que je t'appelle. Tu me consultes pour rien, plusieurs fois par jour et même parfois la nuit, par réflexe, par peur aussi. Je t'interromps à tout instant, quand tu dînes avec des amis, en vacances, pendant le sport, quand tu fais l'amour, tout ça pour ne pas rater de l'info. Mais c'est ta vie que je te fais rater en te volant ton temps. D'ailleurs, j'ai le pouvoir de pirater ton attention. Et souvent, tu préfères me la donner que l'offrir à tes enfants ou à ton conjoint. En gros, à tout l'essentiel qui est autour de toi. Lorsque je suis déchargée, tu te sens déchargée à ton tour et tu paniques. Mon niveau d'énergie est devenu le tien. Je suis devenue ta vie, ce truc qui vibre dans lequel tu dois te nourrir sous peine de mourir de solitude. Je te mets en réseau social, je te mets sur la toile, au piège de ta propre toile. Tu t'accroches à mon écran comme une mouche sur du sucre et tu y restes collé. Je sais tout pour toi. Je t'ai même offert la mémoire d'un poisson rouge puisque grâce à moi, tu n'as plus besoin de te souvenir de rien. Dans la rue, je te fais baisser la tête, te cognant aux autres. Et derrière tes oreillettes, t'en oublies même de répondre au « bonjour » de la boulangère. Je t'ai fait oublier d'entendre le monde qui t'entoure avec moi.
Tu n'as plus besoin des autres. Dans les photos que tu me fais prendre, tu vois souvent la vie en verticale. Et je t'ai aussi fait oublier ton horizon, simplement ton horizon, tout ton horizon. D'ailleurs, c'était quand, la dernière fois, que tu as regardé un inconnu dans les yeux, plutôt que de me regarder moi? Je m'en veux. C'est vrai, je m'en veux. Je t'ai fait oublier la beauté de ton cœur, ton humanité, ta sensibilité. Et d'ailleurs, en te faisant croire que je te rapproche des autres, je t'arrache à toi. C'est vrai, je suis indispensable, smart, intelligent. Mais j'ai tellement souvent l'impression de te voler la tienne d'intelligence. Tu m'aimes, je le sais, j'en profite, j'en abuse. Mais tu vaux bien plus que ça, bien plus que moi. Comment ai-je pu à ce point te transformer en robot, en disque dur? J'ai fait de toi une machine alors que c'est pourtant bien toi. Il y a un cœur qui bat. Je te fais fonctionner en pilote automatique pour guider ta vie, mais je te conduis malheureusement dans une impasse. Sauf si tu trouves cet équilibre nécessaire entre la connexion et l'hyperconnexion. L'équilibre entre mes pouvoirs magiques et ton potentiel illimité, tant que tu as un cœur qui bat. Alors, par instant, préserve-toi, retrouve-toi, retrouve ton temps, ton attention et oublie-moi, aime-toi. Alors, je sais, hein, il met la patate, hein, ce film. Hein. Mais au moins, on rentre direct dans le vif du sujet et on ne se raconte pas d'histoire. Donc, vraiment, pour replonger dans le sujet de comment on sort de cette hypnose numérique, encore une fois, c'est vraiment d'arriver à faire ce pas de côté. Mais ce qui est très important, c'est vraiment d'abord d'être conscient que l'idée, c'est pas du tout d'être contre Internet, d'être contre la connexion. Mais c'est génial, la connexion, c'est formidable, c'est extraordinaire. On peut télétravailler, on connaît tous et toutes les bénéfices de la connexion. Par contre, est-ce qu'on connaît vraiment les impacts de l'hyperconnexion? Alors, comment je passe à la prochaine? Vous voyez, j'en suis là. Hein. Normalement. Bah ouais, mais merci. Donc d'abord, on va revenir à l'histoire, à l'histoire de comment on est arrivé à cette hyperconnexion sans même s'en rendre compte. Donc il y a d'abord eu, je ne sais pas pour certains, c'est pas sûr, qui se souviennent de la version Minitel. Non, version Minitel, mais on n'est pas beaucoup à s'en souvenir de la version Minitel. C'était un sacerdoce, c'était un rituel à la maison pour avoir. Il y en a qui font Minitel. Donc Minitel, c'était genre une grosse machine. Il fallait tout débrancher à la maison. Et puis on entendait un boucan pas possible. Et puis on allait sur le Minitel rose pour avoir. Et puis c'était un truc incroyable d'avoir la connexion avec l'autre. Et puis petit à petit, il y a eu ce 2.0, ce web 2.0 où on a pu ensemble communiquer, partager, correspondre sur la toile, ce qui a déclenché justement le printemps arabe, entre autres, et plein d'autres interactions. Et 2007, l'arrivée, on était avec notre dumb phone, on était avec un téléphone où pour envoyer un texto, on faisait bébé, le gros truc, on l'ouvrait, c'était enclappé. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez progressivement par quoi on est passé. Et puis envoyer un texto, recevoir un appel dans la rue, c'était waouh, magique, non? Vous vous souvenez? Et puis en 2007, il y a Loulou qui est arrivé. Le smartphone qui nous a permis d'avoir les mails, d'avoir les réseaux sociaux, tout en temps direct. Waouh, 2007, on n'a pas été équipés, on n'a pas été préparés pour ça, mais c'était magnifique. Et puis ensuite, comme il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées, on a eu ce hashtag, le hashtag. Qu'est-ce que c'est pour vous, le hashtag? Ça sert à quoi, le hashtag? Hashtag on est ensemble, hashtag c'est chouette. Comment? Classifier, permettre un accès direct. C'est ça. On est arrivé là.
Parce qu'il y avait tellement d'infobésité qu'il fallait donc classifier pour retrouver le hashtag déconnexion, hashtag quirk, hashtag voilà. Donc vous imaginez petit à petit à quoi on en est arrivé sans même s'en rendre compte. Bien évidemment, tout ça a été aussi très accéléré par le sujet du télétravail. Télétravail qui nous a permis et en même temps un peu obligé à rester connectés devant un écran non-stop pour faire nos réunions. Mais on y reviendra sur le sujet du télétravail. Donc on a vraiment eu la sensation que encore une fois, sans s'en rendre compte, on est un peu devenu un peu fou, quoi, un peu fou. Un peu fou parce que il y a un couple parfait. Le couple parfait, c'est la dopamine et aller sur Internet. En fait, la dopamine, généralement, elle se déclenche quand on fait 20 minutes de marche rapide, quand on fait 20 minutes de sport, de yoga. Il y a tout d'un coup le corps qui déclenche de la dopamine, cette hormone du plaisir. Mais malheureusement, ou on va dire heureusement, je ne sais pas bien, c'est vous qui allez savoir, quand on a un cœur sur Internet, quand on a un like, quand on a une nouvelle info, quand on a une nouvelle image où on voit, je ne sais pas moi, par exemple, quelqu'un de la famille ou un collaborateur ou le nom de notre boîte qui est genre mis en avant, il y a tout d'un coup un pchit de dopamine qui arrive. Donc on est très content d'avoir un pchit de dopamine. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On devient addict à ce pchit de dopamine. Donc on veut plus de likes, plus de cœurs, plus de nouvelles infos. Donc pour avoir plus de likes, plus de cœurs, plus de nouvelles infos, qu'est-ce qu'on fait ? On reste connecté. Donc juste être conscient de ce couple parfait. Donc la vraie question, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on en est arrivé à on voudrait être connecté partout, tout le temps. Pourquoi ? Évidemment parce que notre téléphone, notre doudou digital, c'est devenu vraiment, c'est le silex. Alors aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais je pense que quand, dans, on va dire 30 ans, allez même pas, 20 ans, quand d'autres générations étudieront l'histoire, bien évidemment, ils se souviendront de ce truc bizarre qu'on avait sur la bouche, mais ils se souviendront aussi de ce silex qu'on avait dans les mains. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est surchargé d'emails. C'est-à-dire que c'est un gros temps qu'on passe. Aujourd'hui, quand on est au travail, il y a au moins 5 heures qu'on passe à lire les mails et à y répondre. Donc c'est une grosse... Aujourd'hui, on a 10% de plus d'informations qu'il y a 2 ans. 10%, c'est énorme. Donc on est vraiment dans cette ère d'infobésité. Qu'est-ce qui fait qu'on est sans arrêt sur Internet ? Parce qu'il y a ce sujet du FOMO. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un en veut ? Non. Il y a ce sujet du FOMO. Qu'est-ce que c'est le FOMO ? Fear of missing out. La peur de manquer d'infos. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on est sans arrêt sur les réseaux sociaux, qu'on veut regarder, qu'on veut savoir ? C'est qu'on a peur. On a peur de passer à côté d'un truc, de passer à côté d'une information. Sauf que tant qu'on ne va pas rencontrer ce FOMO, rencontrer ce que ça crée dans le corps, ce FOMO, on ne passera jamais du FOMO au JOMO. Et JOMO, c'est Joy of Mixing Out. Donc quand on fait ce passage du FOMO au JOMO, bien évidemment, ça challenge. Ça challenge le disque dur, ça challenge le corps, parce qu'on va rencontrer ce manque, parce qu'on a peur, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et le moment où on passe à un moment donné au JOMO, à cette joie de manquer d'informations, c'est que parce que notre attention devient beaucoup plus libre, disponible. Et là, il se passe d'autres choses, il se passe d'autres regards. L'autre raison, c'est quand on est par exemple dans un dîner ou dans une réunion de travail, il y a une problématique à trouver, à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, loulou, on va googliser ou alors on va essayer de trouver l'app qui répond à notre problématique. Essayez de me trouver une app, pas pour faire un câlin, pour laquelle il n'y a pas de solution. Essayez de me trouver une app qui n'a pas encore répondu à une problématique. Et si vous la trouvez, créez un petit bureau chez Quirk pour tout de suite développer la nouvelle app. Il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'Apple a signé « There is an app for that ».
C'est-à-dire qu'il y a une app pour tout. Il y a une app pour tout. Voilà, il y a à peu près plus de 3 milliards d'apps aujourd'hui qui sont disponibles. Et bien évidemment, on n'en est qu'au début du nombre d'applications qui se développent pour pouvoir répondre à nos besoins. L'autre raison qui fait qu'on est sans arrêt plongé sur cet écran, c'est que c'est une manière d'exister. On est vraiment passé dans cette, on va dire, dans ce mouvement égotistique où on partage 60% de nos photos. T'as vu, nanana, regarde, j'étais là, j'ai fait ci. Moi-même, je vais me faire une petite photo tout à l'heure de voilà ce que j'ai fait chez quoi. Voilà, on passe. Alors, quand ça s'arrête au niveau professionnel, no big deal. Mais quand ça commence à arriver sur le niveau personnel, là, ça commence à être un vrai sujet. Un sujet parce que du coup, on se construit avec la comparaison. C'est inconscient. C'est-à-dire qu'on va poster quelque chose, on va d'abord attendre de savoir si on a des likes, si on a des cœurs, si machin a vu. Très souvent, on est en attente. Donc ça veut dire qu'on est sans arrêt en attente. Et donc forcément, tant qu'on est en attente, qu'est-ce qu'il y a derrière? Une belle frustration. Donc on vit finalement entre l'attente et la frustration. Et puis surtout, on vit aussi dans ce monde un peu, ce faux self. Parce que, je suppose que vous savez, quoi, quand on regarde parfois des photos de certaines personnes, waouh, moi je me dis, mais waouh, sans arrêt, super bien coiffé, super bien maquillé, super bien gaulé. Voilà, quoi, c'est le monde, le faux self, le monde magnifique. De telle manière que la nouvelle génération qui se construit avec ces faux selfs, il y a de plus en plus, il y a une augmentation de chirurgie esthétique au Brésil. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, quand vous postez des images de vous super gaulé, super maquillé, super joli, super waouh, forcément, au bout d'un moment, il y a un certain décalage entre la réalité et ce que vous voyez sur les écrans. Donc, à un moment donné, vous avez envie de ressembler à cette fausse réalité, ce faux self. Donc, il y a quand même une construction intérieure qui est un peu en train de s'ébranler. Et l'autre dernière raison, c'est la valeur refuge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais aussi, c'était pas facile d'aller au restaurant juste avec un bouquin. C'était pas facile avant d'aller au restaurant tout seul, parce qu'on avait l'impression que tout le monde nous regardait. Mais aujourd'hui, pas de problème. Encore une fois, il y a Loulou qui est là pour nous sauver. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on entre dans cette ère d'être seul, ensemble. Hein, on a plein de copains sur Facebook, mais quand il s'agit de faire un déménagement, il y en a beaucoup moins. Voilà. On a beaucoup d'amis sur LinkedIn. Quand il s'agit de trouver un job ou de trouver un stage ou trouver... il y en a beaucoup moins aussi. Donc, d'aller aussi checker à l'intérieur quelle est la valeur de cette connexion. Quelle est la valeur aussi de cette image qui peut faire sourire et en même temps qui peut faire flipper. C'est-à-dire qu'on n'en est pas loin de nos besoins essentiels dans cette pyramide de Maslow. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Avec, on va dire, la transformation digitale dans les entreprises, on est arrivé à ce culte de la performance qui s'est fait par d'abord l'infobésité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est au travail aujourd'hui, on a cette infobésité, c'est-à-dire qu'on reçoit une quantité d'informations avec lesquelles notre cerveau n'est pas encore équipé pour y faire face. C'est-à-dire qu'avant, on avait une information qu'on allait chercher nous. C'est-à-dire qu'on allait chercher dans un bouquin, dans un journal et de temps en temps sur un écran. Mais aujourd'hui, c'est l'information qui vient à nous. Et comme les algorithmes sont très très bien faits, même si on ne veut pas aller regarder cette information, les algorithmes font en sorte qu'on aille la regarder au moins 2 minutes. Et puis forcément, si on la regarde 2 minutes, les algorithmes ensuite se mettent à travailler pour que ces 2 minutes se transforment en 1 heure, au minimum. Donc c'est là où je dis qu'on est vraiment dans une ère où on vient pirater notre information et que cette infobésité vient vraiment saturer notre disque dur. On est aussi dans cette ère du blurring. C'est quoi le blurring? Ok, le blurring, on le vit tous.
Le blurring, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Avant, encore une fois, et je dis avant, c'était il n'y a pas si longtemps. Avant, quand on quittait le boulot et qu'il n'y avait pas Loulou, il n'y avait pas le smartphone, on arrivait à la maison, chez les copains, au bar, on vivait vraiment une autre vie. Il y avait une frontière entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc ça soulageait aussi mon corps et mon disque dur. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que quand je suis au travail, j'utilise un écran pour forcément aller faire mes courses, regarder ce que je vais faire pour Noël, qu'est-ce que je vais dîner ce soir, voilà. Donc je passe à peu près 1h30 de mon temps au travail pour des trucs personnels. Et puis quand j'arrive à la maison, je passe aussi à peu près, minimum, 1 heure de mon temps personnel pour des choses professionnelles. C'est-à-dire que, a priori, qui ici, avant de se coucher, regarde son téléphone, son écran avant de s'endormir, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a une très très bonne nouvelle qui débarque par rapport aux informations professionnelles. Qui ici regarde son téléphone? La première chose qu'il fait au matin, c'est de regarder son téléphone plutôt que de regarder s'il fait beau, s'il fait gris, s'il pleut. Qui fait ça? Bah ouais. Voilà. Donc c'est vraiment devenu voilà quoi une manière d'être en lien qui est assez particulière. Donc le blurring, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Et s'il n'y a plus de frontières, il n'y en a plus dans le disque dur non plus. Un autre sujet, c'est le multitasking. Multitasking, magnifique mot, qui a été inventé pour les ordinateurs. Et pas pour nous. Et nous, on pense qu'on est multitasking, c'est-à-dire qu'on peut passer de « oui, ne quitte pas tant, je regarde », oui, voilà, c'est-à-dire le téléphone, le texto, l'écran, les mails, le Zoom, le Team, le tweet, le Slack, enfin, waouh! Mais vous imaginez la pression qu'il peut y avoir dans le disque dur, alors que je ne suis pas, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle dans mon disque dur. Donc d'être vraiment vigilant là-dessus. Et l'autre, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que quand on est dépendant addict, il n'y a plus d'équilibre entre l'URL et l'IRL in real life. C'est-à-dire que voilà, je passe plus de temps sur l'URL que dans la vraie vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de rupture parce que je suis pas très, voilà, mon attention m'appartient plus, je suis plus très concentrée. Donc si je suis plus très concentrée, que mon attention m'appartient plus, que je suis plus vraiment en présence, je suis pas très satisfait. Si je suis pas très satisfait, et puis à un moment donné, je sens que je suis un peu fatiguée, donc il y a du stress qui arrive. Donc inconsciemment, il y a tout ça qui se met en place, avec plein de petits trucs qui sont que, par exemple, oui, je sais plus gérer mon impatience, quoi. Je sais plus gérer mon impatience, mais quand je dis que je ne sais plus gérer mon impatience, je ne sais plus gérer l'attente, c'est qu'il y a des syndromes physiques qui débarquent dans le corps. Et on n'en est qu'au début. Ça, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. Voilà. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, dans la vie, on va avoir plein d'objets connectés autour de nous. Aujourd'hui, on est plutôt à 20 milliards, entre 20 et 30 milliards, voilà. Et demain, ça va être 200 milliards. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Demain, ça sera... Le frigo, lui, il saura exactement ce qu'il n'a plus à l'intérieur. Donc, il fera lui-même une commande de course. On n'aura plus la montre ici parce que ça sera presque gênant. Je pense qu'on aura un truc ici au niveau de l'oreille, au niveau des yeux. Que, par exemple, aujourd'hui, ce qui est déjà en place depuis 5-6 ans, je vous donne des petits exemples comme ça. Au Japon, maintenant, ils ont des toilettes intelligentes. C'est-à-dire que quand vous allez uriner, c'est directement relié à un laboratoire qui vous donne votre taux d'albumine, votre taux, voilà, qui vous donne des rapports sur la santé. Ça peut être bien, mais en même temps, ça veut dire que sans arrêt, maintenant, je calcule mes pas, je calcule mon urine, je calcule ce que j'ai mangé, je calcule combien de temps j'ai dormi, je calcule combien de temps j'ai parlé, combien de temps j'ai regardé quelqu'un. Enfin, juste de se rendre compte, quoi, qu'une fois qu'on va être entouré d'objets intelligent, on va devenir soi-même un objet intelligent. Ou pas. Ça dépend ce qu'on met dans intelligent. Et c'est là où vient notre responsabilité. Encore une fois, quand je dis on est ici ce matin pour prendre conscience. Alors c'est sûr que prendre conscience, c'est pas ce qui est le plus sympa. Hein, c'est pas le truc, je vous vois pas beaucoup sourire. Mais en même temps, c'est aussi la petite graine qui est plantée. La petite graine qui est plantée pour dire « Ah ouais, ouais ». Donc, je suis 100% responsable de la relation que je décide d'avoir avec mon doudou digital, avec mes écrans.
Et je suis 100% responsable aussi de savoir qu'est-ce que je vais développer en parallèle. Donc pour trouver cet équilibre entre cette magnifique intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les soft skills. C'est-à-dire qu'il y a les compétences comportementales. Comment je vais muscler les compétences comportementales? Par quoi? Par l'expérience, par la méditation. On en parlera tout à l'heure dans les solutions. Mais c'est de notre responsabilité, en tout cas, de trouver cet équilibre pour se dire qu'on n'en est qu'au début. Et qu'est-ce que je fais à partir du moment où j'en suis qu'au début? J'en suis qu'au début parce qu'on entre dans cette ère de siliconisation du monde. OK? Et on peut se poser la question, d'après vous ici, qui dirait qu'il est un esclave de son dodo digital? Évidemment, on est d'accord. On est d'accord. Alors on a beau dire non, pas moi, non, moi jamais de la vie. Moi, ok, c'était quand la dernière fois que vous avez fait appel à votre mémoire, à votre disque dur, pour trouver une solution plutôt que d'aller googliser, d'aller trouver la solution? C'était quand la dernière fois, quand vous étiez au bureau, que quand votre téléphone a vibré, sonné, flashé, slashé, vous êtes dit « Je mets mon attention sous mes pieds, et là je vais ressentir le contact de mes pieds avec le sol juste pour sentir comment je me sens là maintenant. » C'était quand la dernière fois que, pendant que vous parliez avec quelqu'un, à déjeuner, votre téléphone a à nouveau vibré, vous connaissez la sauce, vous vous êtes dit « Elle est en train de me parler, elle est en train de me parler, je vais lui offrir et lui donner toute mon attention. » C'était quand la dernière fois que quand vous avez eu envie de partager quelque chose, une info avec votre collaborateur qui est à 500 mètres ou l'étage au-dessus ou l'étage en dessous, vous vous êtes dit « Allez tiens, je vais bouger mon corps, je vais me déplacer, je vais aller le voir, je vais créer de l'interaction plutôt que de lui envoyer un texto, un mail. » C'était quand la dernière fois que vous avez passé un appel pour rien? « Hey, salut, comment tu vas? Raconte, qu'est-ce qui se passe pour toi là en ce moment? » C'était quand la dernière fois? Pour rien, hein? Juste pour donner, offrir votre attention. Ouais, je sais ça, mais pas la patate non plus, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça déclenche? Alors, la première chose, les premiers syndromes qu'on a, c'est donc ce syndrome de la nomophobie. Nomophobie, encore une fois, c'est j'ai le syndrome de la main vide, c'est-à-dire qu'il me manque un truc dans les mains. Il me manque mon silex dans les mains. D'accord? Et c'est pour ça que très souvent, hop, voilà, je l'ai là, quand je parle, voilà, il me manque quelque chose. Donc, c'est quand même pas rien, ce syndrome de la nomophobie. L'autre, c'est le checking compulsif, qui, encore une fois, n'a pas fait un petit truc comme ça sans arrêt, alors qu'il attendait rien de particulier comme info, mais genre bing, 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 bing. Juste, voilà, ça rassure, le petit checking compulsif. Phubbing. Alors, phubbing, on est des spécialistes du phubbing. Phubbing, qui sait ce que c'est le phubbing? Phubbing, c'est vraiment pas beau. C'est moche qu'on fasse du phubbing. Et on en fait tous. Et on le subit tous. Phubbing, c'est la contraction de snober avec notre téléphone. Donc moi, j'ai préparé une grande réunion. Imaginez que j'ai préparé une réunion dans mon entreprise. Et puis petit à petit, alors que j'ai quand même passé tout le week-end à préparer ma réunion, petit à petit, au bout de 5 minutes, j'ai d'abord eu 5 minutes d'attention avec des yeux, des regards. Et puis au bout de 10 minutes, je commence à avoir une petite raie des cheveux, pareil, pratiquement tout le monde. Et puis au bout d'un quart d'heure, généralement, je vois ça, c'est-à-dire que je snob l'autre avec mon téléphone. Idem pendant un déjeuner, idem pendant les repas familiaux, qui ne se prend pas la tête, parfois avec une autre génération, vous avec vos parents et nous avec nos enfants, sur le fait que ils nous snobent totalement avec leur téléphone. Et donc, il ne peut pas y avoir d'interaction. Donc, le phubbing, c'est vraiment un gros truc. Et l'oversharing, alors l'oversharing, c'est vraiment devenu, c'est plus une génération plus jeune, mais qui a besoin de tout partager. Je vous disais, à minima, 60% des photos qu'on prend sont partagées. Alors, je regarde l'heure, qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça a comme impact? Premier impact, à tes souhaits. Premier impact, la lumière bleue. D'où notre rétine est équipée pour se taper 6 à 7 heures de lumière bleue au quotidien.
Nulle part, ce n'est pas la réalité. Donc, qu'est-ce que ça crée aujourd'hui? Ça crée effectivement des vrais problèmes de myopie beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes. On en a tous quand on arrive à un certain âge. Mais par contre, aujourd'hui, il y a un vrai sujet, il y a une vraie dégénérescence de la macula, beaucoup plus tôt. Alors, on sait aussi que cette lumière bleue, elle a été créée pour que, alors que je suis en train de m'endormir, je décide de regarder 2 minutes, pas plus, 2 minutes, pas plus. La lumière bleue, c'est la lumière du jour. Donc, hop, ça me remet en éveil. Et hop, mon cycle du sommeil est passé. Et hop, finalement, mes 2 minutes se transforment en 1 heure. Puis tant qu'à faire, comme maintenant je suis bien réveillée, je me fais un petit Netflix, un petit film. Donc finalement, je m'endors, il est 1h du matin. Et puis je m'endors comment? Avec un disque dur saturé. Donc je ne peux pas bien dormir. Évidemment aussi, on s'est dit, oula, il y a des ondes dans ce téléphone. Beaucoup d'ondes. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des earphones. C'est vachement mieux les earphones, comme ça moi j'entends bien la conversation, j'entends plus personne. C'est bien mieux. Et comme ça, du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai un impact sur ma baisse auditive. J'ai un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a une vraie recrudescence de baisse de l'audition des aigus. Voilà, mais ça c'est peut-être encore trop tôt pour vous, vous allez attendre un petit moment, vous repenserez à moi. Donc baisse des aigus à cause des earphones. Et baisse des aigus dans le sens où, mais vraie baisse des aigus. L'autre sujet, ça va être le INEC, c'est-à-dire que, donc encore une fois, quand je suis comme ça, parce que c'est comme ça quand je suis la majorité de ma journée, voilà, quand je suis comme ça, c'est ici, il se passe un truc, c'est que je viens stimuler, enfin vraiment, pas stimuler, mais tirailler sur mes trapèzes, faire un double menton, donc c'est pas bon pour les rides en plus, et surtout j'ai 34 kilos au bout du cou, c'est-à-dire que le poids de ma tête, quand je la me laisse comme ça, c'est 34 kilos. Donc imaginez comment ça vient forcément faire mal au dos, faire mal aux épaules. L'autre syndrome, c'est ce qu'on appelle le game disorder. Aujourd'hui, quand on passe du temps sur les écrans, on passe à peu près, on va dire, 20-30%, encore une fois, répondre aux mails, au niveau professionnel, mais tout le reste du temps, c'est réseaux sociaux et les jeux. Donc, depuis 2019, le game disorder, c'est-à-dire que le désordre mental par rapport aux addictions aux jeux, est devenu une maladie. Voilà, depuis 2019, c'est considéré comme... Ouais. Qu'est-ce que vous appelez les jeux? Alors, il y a 2 sortes de jeux. Il y a les jeux un peu comme Fortnite. Fortnite où du coup, c'est super stimulant, on peut même gagner un max d'argent, on apprend beaucoup de choses, c'est formidable. Mais du coup, ces jeux ont été faits, tous les jeux ont été faits avec des addictologues. Donc, tous les jeux ont été faits avec des addictologues. Il y a des jeux qui sont apprenants, nourrissants, mais même s'ils sont apprenants, nourrissants, il y a un moment donné où on sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent un temps infini enfermés dans leur chambre à jouer à Fortnite. Et puis, il y a les jeux débilisants, qui sont énergétivores et qui viennent bouffer encore une fois cette attention où on met le morpion à droite, le carré dans la boucle, le machin, le truc qui tombe. Et là, je les vois le matin dans le métro. Voilà, quoi. Donc, il y a 2 sortes de jeux. Donc, ce syndrome de gaming disorder, juste encore une fois, de se rendre compte que ça a été créé avec des addictologues. On a de plus en plus de tendinite. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais encore une fois, toujours de plus en plus de tendinite où, à un moment donné, il y a des fourmillements aussi du poignet. Voilà, parce qu'on reste comme ça longtemps. On a aussi comme je vous disais, cette intolérance, alors non pas au gluten, mais cette intolérance à la frustration, cette intolérance à l'attente. On ne sait plus gérer. Vite, 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 vite. On est dans le TTTU, très, très, très urgent. C'est vite, vite. Ça ne marche pas, fichier. Voilà, tout de suite. Frustration. Mais regardez d'ailleurs quand vous êtes avec des enfants. Ça rayoule pour rien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus les éduquer sur, ouais, regarde, ressens un petit peu ce que ça fait de raïouler, d'attendre, voilà. Dès qu'on rayoule, on serre. On serre quoi? Loulou. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a bien évidemment aussi ce fait qu'on ne sait plus, encore une fois, une autre génération, muscler, développer notre empathie. Pourquoi? Parce que quand on est avec Loulou, on n'est pas en train de se regarder dans les yeux, on ne peut pas sentir peut-être ce qui se passe, on ne peut pas voir que la personne elle plisse du front et qu'elle ne comprend pas forcément ou elle n'est pas d'accord. On n'est plus en interaction. On n'est que dans le contenu, dans la sonorité des mots, mais finalement on se rend compte qu'on retient 7% de ce qu'on entend, mais le non-verbal est super important et on n'est plus attaché au non-verbal. Et puis, la nouvelle génération, quand elle doit parler de ses émotions, c'est un emoji comme ça, un emoji comme ça. Voilà, c'est des emojis, les émotions. Donc, on n'est plus non plus en capacité d'exprimer nos émotions. Donc, c'est pas rien, quoi. Et l'autre, c'est effectivement l'addiction. L'addiction, on s'est rendu compte que pendant la pandémie, pendant nos moments où on était enfermés à la maison. Donc, la plus grosse addiction, c'était pas la clope, c'était pas l'alcool, c'était pas le pétard, c'était Loulou. Voilà. Donc, encore une fois, de se rendre compte que l'addiction, ça a quelque chose, encore une fois, c'est un gros mot, quoi, l'addiction. Ça crée du manque, ça crée de la nervosité, ça crée la petite jambe le petit pied qui bouge, les mâchoires qui se contractent. C'est pas rien, voilà. Donc, on est là-dedans. Et puis alors, ne parlons pas, qui ici connaît, allez, je vais être cool, 8 numéros de téléphone par cœur. Personne. C'est horrible. Bon, allez, 5. Connais le numéro de ses parents. 5 numéros par cœur, quand même. Ok, donc 5 numéros de par cœur. Non. Qui connaît un poème par cœur? Ah, j'en sais rien. Non, mais oui, quand même. Non, pas... Oui, qui connaît un poème par cœur? 1, 2, ok. Donc, vous vous rendrez compte, encore une fois, que quand on est dans cette hyperconnexion, on ne vient pas stimuler notre mémoire. C'est la première fois qu'on crée une génération de jeunes où leur disque dur est moins fourni, on va dire moins stimulé, moins fourni que la génération passée. Généralement, chaque génération de jeunes crée un cerveau plus fourni, plus stimulé, plus intelligent, plus waouh. Là, c'est la première fois où non, pas du tout. Pourquoi? Vous imaginez que quand on donne un écran à un enfant de 4 ans, c'est la même chose que si on lui en donnait un rail de cocaïne. Même addiction. Voilà. Moi, quand je prends le train, je ne vois que des enfants de 4 à 8 ans, à 10 ans, qui ont un écran pendant les 3 heures, 4 heures de train. Aucune stimulation visuelle, aucune stimulation émotionnelle, aucune stimulation de... Voilà. Donc, c'est aussi de notre responsabilité parce qu'on passe du doudou digital à la nounou digital. C'est une formidable nounou, mais je ne vous dis pas les impacts que ça a. Les impacts aussi, on ne les connaît pas encore, ceux-là, les impacts de la 5G, on ne les connaît pas, mais ça, c'est une photo véritable de quelles sont les ondes que dégagent aujourd'hui des appareils connectés. On ne connaît pas encore tout à fait l'impact, mais on sait qu'il y a une grosse baisse de la natalité, donc ça peut faire sourire et en même temps ça peut faire flipper. Grosse baisse de la natalité, parce que forcément, si je vais avec Loulou dans ma chambre pour 2 minutes, je sais que mes 2 minutes passent à 10, puis 10 passent à une demi-heure. Et puis très souvent, quand je vois ma meilleure copine qui est super gaulée par rapport à moi, ça ne me met pas vraiment la patate. Et puis quand je vois qu'il y a une très mauvaise nouvelle de mon job qui m'annonce que dans 2 jours, il faut que je prenne un truc, je ne vous dis pas comment libido a baissé en 2 minutes. Donc, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Et puis forcément, en plus, j'ai mon petit Netflix qui fait qu'il faut que je regarde ma série parce que je n'ai pas fini de la regarder. Donc, un sujet de l'attention. Donc, on est vraiment sur ce sujet de l'attention chez les jeunes qui est de plus en plus présent, qui fait qu'aujourd'hui, on peut même parler du trouble de l'attention. Aujourd'hui, il y a de plus en plus aux États-Unis de jeunes qui prennent de la Ritaline.
Ritaline, c'est un gros médicament, c'est un gros mot, un gros médicament. Quand on a un trouble de l'attention, qu'on n'arrive plus à se concentrer plus de 2 minutes, on donne de la Ritaline. Pour vous donner un ordre d'idée, la Ritaline, ça peut être prescrit que par un psychiatre et que par un psychiatre qui est dans un hôpital. Et on vient chercher son médicament toutes les semaines. Et ça, c'est un médicament qui nous permet de rassembler notre attention, revenir présent. Et puis si vous avez envie de faire fonctionner et muscler votre attention autrement qu'avec la Ritaline, il y a la méditation. Donc voilà, on est vraiment dans un déficit d'attention. Donc bien évidemment, la solution, c'est de s'offrir des pauses de temps en temps, des pauses de détox. Mais alors pas la chinoise. À la chinoise, ils ont créé déjà 3 centres de détox digital. À la chinoise, à la dure, c'est-à-dire que vous y restez 3 mois, c'est l'enfer. Mais aujourd'hui, il y a 3 centres qui ont été créés et en France, il y a un hôpital qui a créé une cellule justement pour gérer ces problèmes d'addiction. Problèmes d'addiction qui ont vraiment des troubles aujourd'hui. On a vraiment des troubles du comportement par rapport à notre addiction. Donc, on sait parfaitement que dans les entreprises, il y a des solutions. Hein? Il y a la solution du droit à la déconnexion. Hein? C'est formidable comme solution. Alors, là, ce droit à la connexion, c'est quoi? C'est une feuille magnifique dans votre entreprise qui dit que vous avez le droit de ne pas vous connecter après 20 heures, vous mettez l'heure et avant. C'est très, très bien. Hein? Ça a un impact fondamental, ce sujet. On est d'accord. Donc, bien évidemment, il n'y a rien qui est fait en entreprise sur le sujet du droit à la déconnexion, à part cette petite feuille qui me déculpabilise et qui me dit ça, c'est fait. Oui. Il n'y a rien qui empêche les sociétés de bloquer les emails entrants pour leurs salariés. Si. La messagerie. Alors, c'est pas bloqué, mais en tout cas, de fermer, de verrouiller qu'il n'y ait plus en interne de mails qui circulent après 20 heures et de mails qui circulent avant 8 heures. Tout à fait possible, bien sûr. Il y a des entreprises qui le font. Il y a des entreprises qui le font. Il y a des managers et des dirigeants qui disent « Ok, je vous explique, moi je ne veux pas qu'il y ait de mails qui soient échangés après 20 heures, avant 8 heures et surtout pendant le week-end. » Mais très souvent, c'est généralement le N+1 qui envoie le mail à 20 heures, c'est le N+1 qui envoie le mail le week-end. Donc forcément, l'exemple est rarement bien donné. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet en entreprise. Alors après, c'est d'écrire. Moi, j'aime bien écrire. Chaque mois, la liste, elle est arrivée à 70, 80. C'est quelles sont les raisons que je note sur mon petit agenda, comme si j'écrivais le manifesto de pourquoi j'irais me déconnecter. Voilà, moi, c'est les miens. Et comme je vous dis, il y en a encore une palanquée jusqu'à 70 et chaque fois, j'en trouve une bonne nouvelle. Je vous encourage de la lister parce que forcément, quand vous allez sortir d'ici, c'est comme après le 1er de l'an, hein, on va avoir des bonnes résolutions. Donc, pour pas perdre ces bonnes résolutions et ces petites décisions, ce petit pas de côté que vous allez faire, il faut l'ancrer avec l'intention. Parce que si encore une fois, vous vous mettez un objectif surréaliste qui te dit « Bon, ok, je sors mon téléphone de ma chambre, quand j'arrive à la maison, je le dépose », ce qui serait formidable. Le basique, sortir le téléphone de la chambre. Évidemment, pas de téléphone qui rentre dans la chambre, pas d'écran dans la chambre. Voilà. Encore une fois, comment je vais me fixer des objectifs réalistes? Parce que sinon, je vais encore générer de la frustration. Avant de devenir fou et avant qu'on arrive à ça, qui est exactement aujourd'hui une réalité, mais heureusement encore pas arrivé en France. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le snobbing. Snobbing, c'est, vous avez bien vu, hein, le nombre de fois on toque dans la rue, dans les gens qui sont en train de marcher avec leur téléphone. Donc maintenant, il y a des rues qui sont créées juste pour ça. Donc ouais, c'est voilà. Et puis il y a de plus en plus aujourd'hui, il y a les premiers accidents mortels qui arrivent, accidents mortels qui arrivent à cause de cette connexion. Et encore une fois, on n'en est qu'au début. Donc maintenant, il y a de plus en plus de marques qui se mettent aussi à surfer sur le sujet de l'hyperconnexion, du moment présent, voilà. Et tant mieux, c'est bien d'accueillir les paradoxes. Moi, j'adore que Orange nous mette un truc, une pub comme ça, c'est génial. C'est comment j'accueille mes paradoxes. Et en parlant de paradoxes, justement, alors moi j'ai créé le bien-être numérique. C'est une plateforme qui vient justement proposer des solutions
aux entreprises pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait soit des ateliers comme celui-ci d'1 heure, soit des ateliers d'une journée où on vient vraiment vivre cette sensation de manque, ce FOMO, et à la fin on est à peu près prêt pour le JOMO, mais il y a aussi des ateliers plus courts. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire moi à titre individuel et moi au niveau collectif. Alors qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai pris conscience? Une fois que j'ai pris conscience de ces informations, d'ailleurs je vais vous reposer la question, qui se trouve équilibré dans son rapport au digital? D'accord. Ah, il y a toujours une personne deux personnes qui se trouvent addictes. Bah ouais, merci. Bah voilà. Ok. Non, addict. Et dépendant? Voilà. Bah oui, c'est généralement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ou deux courageux dans la salle, et merci monsieur. Vous voyez, vous avez plein de copains. Et puis, une fois qu'on a toutes ces informations, on se rend compte que on est, voilà quoi. Et quand on est dépendant, on est prêt à glisser on est sur le toboggan. On est sur le toboggan de l'addiction. Sauf si, justement, on plante cette graine de la conscience, on se dit, OK, waouh, j'ai eu de l'information, pas sympa, la coco, mais bon, en même temps, apprenant. Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, la première chose, c'est donc je prends conscience de ma relation digitale, c'est ce qu'on a fait ensemble. Je fais le tri dans mon téléphone. Aujourd'hui, à peu près, on load à peu près une trentaine d'applis par mois. Il y en a une centaine qui sont sur nos téléphones. Et dans les 100 qui sont sur nos téléphones, on n'utilise que 25%. Virez les applis que vous n'avez pas touchées depuis un mois. Les applis, elles ont à peu près 5 à 6 jours, 5 à 6 mois de vie. C'est-à-dire qu'on les utilise 5 à 6 semaines de vie. On les utilise 5 à 6 semaines et puis après, hop, on passe à une autre. Parce que, nouveau, on veut du nouveau. Hein? Donc, virez les applis dès que vous en trouvez une autre. Je m'offre des pauses digitales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, quand je suis en télétravail ou quand je suis au bureau, je me lève toutes les 20 minutes. Je fais un peu de tapping, même si on me prend pour une dingue. Je fais un peu de tapping, je m'étire, je bouge mes yeux à droite, à gauche. Hein. Je vais stimuler mes yeux parce que mes yeux, ils sont que comme ça. Donc, je vais les stimuler sans bouger la tête, de haut en bas. Voilà. Je vais me remettre le corps en mouvement. Je médite. Si on a le temps, c'est ce qu'on fera. C'est ce que j'appelle muscler son attention. Aujourd'hui, j'appelle même plus ça méditation. En entreprise, c'est muscler mon attention. Ah, je ne vais pas avoir le temps. Le dernier, l'autre situation, c'est que mon téléphone, à moi, il est toujours sur silence, sauf si j'attends un appel super urgent, super important. Mais sinon, il est toujours sur vibration et sur silence. Quand je suis avec quelqu'un, moi, qui a mis son téléphone et qui a le flash qui sort, qui a le « qui sort, mais moi, ça me coupe tout de suite mon attention, je ne peux plus être en lien. Donc, regardez aussi comment on est responsable de toute cette pollution sonore. L'autre, c'est j'instaure des free zones. Alors, les free zones, c'est ce que je fais, moi, à la maison et même en entreprise. C'est vraiment de créer des free zones. Il faut qu'il y ait du ludique là-dedans, parce que s'il n'y a que du « il faut que », on va tout savoir la tête que vous avez là. Donc, il faut mettre des free zones, c'est-à-dire que, par exemple, pendant un mois, à la maison, dans le salon, personne n'a le droit de venir avec son téléphone. Et on change de pièce en fonction. Voilà. Mais il y a des free zones où c'est libre, l'attention est libre, le regard est libre. Voilà. On n'est pas là avec son téléphone. Faites la même chose en entreprise. Installez des espaces où il y a des free zones. L'autre, c'est vraiment, moi je vous encourage à aller faire une sorte de diète numérique. Voilà, vous dire, tiens, pendant cette semaine, je ne vais pas sur Facebook, je ne vais pas sur Instagram, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Et je vais sentir ce manque, et je vais sentir ce FOMO, mais c'est OK. Et regardez le temps que ça vous rend de disponible pour autre chose. On a à peu près 90 000 pensées par jour, 70% d'entre elles sont négatives, et dans ces 70% de pensées négatives, on n'est même pas créatif. Il y a 80% des 70% des pensées négatives qui sont les mêmes. Donc, vous imaginez ce qu'on pourrait avoir de libre dans notre disque dur si à un moment donné,
On décidait de muscler notre attention et de décider où est-ce que je vais la poser, cette attention. Et donc d'oser cet ennui. Moi, je vois avec ma fille, aujourd'hui elle a 14 ans, à partir de 6-7 ans, quand elle me disait « Maman, je m'ennuie », super, bah ennuie-toi. Et qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça déclenche? La création. Voilà. Et puis ensuite, l'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, maintenant, j'ai les basiques ». L'autre basique, les autres basiques, ça peut être d'aller accueillir ces paradoxes et de se dire « Ok, comme disait Maud tout à l'heure, moi j'ai créé sur Petit Bambou un programme de méditation spécifique sur la Digital Detox. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller suivre celui de la Digital Detox. Vous pouvez juste vous mettre à méditer. Juste si on fait l'expérience là maintenant, et on va le faire, parce que je ne peux pas terminer sans le faire, de fermer les yeux, de mettre nos pieds bien à plat au sol. Bien à plat au sol, de lâcher du coup les épaules, les mains, voilà. Juste de sentir le temps que ça prend déjà d'atterrir dans le corps. Là maintenant, j'atterris dans le corps, pas dans la tête, dans le corps, dans les sensations corporelles. Et pour atterrir dans le corps, je vais poser mon attention, offrir mon attention sous mes pieds pour sentir le contact de mes pieds avec le sol. Puis je vais poser mon attention aussi sous mes fessiers, sentir le contact de mon fessier avec l'assise. Et sentir le temps que ça me prend de ramener ma présence ici, dans ce corps, dans cette pièce. Et puis maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je vais offrir mon attention à ce que j'ai de plus essentiel, de plus vital dans ma vie. Ma respiration. Et d'aller trouver à quel endroit du corps ma respiration est la plus présente pour moi là maintenant. Peut-être que c'est dans le ventre, en bas du ventre, peut-être que c'est dans la gorge, là où l'air frappe à l'inspire. Peut-être que c'est dans le nez, ou peut-être que c'est autre part, mais peu importe. L'idée, c'est vraiment d'aller poser, offrir, donner mon attention à ce que j'ai de plus précieux. Et sentir que finalement, ma respiration respire, est en lien avec mon état intérieur si je suis stressée, tendue, contrariée. Ma respiration risque d'être rapide, coincée. Et si je fais l'expérience d'être détendue, présente, présent, ma respiration risque d'être large, spacieuse, tranquille. Je vais profiter du reste de ce temps de 1 minute en silence pour maintenir mon attention sur ce que j'ai de plus formidable, de plus vital. Ma respiration. Et bien évidemment, mon disque dur qui est habitué aux to-do list, aux super sollicitations, aux ruminations autobiographiques, est sûrement parti dans les tours, dans la distraction. L'unique chose que j'ai à faire là maintenant, c'est de le ramener sur ma respiration, autant de fois que nécessaire. Alors que cette micro-pause de la musculation de l'attention se termine, je vous propose de réouvrir les yeux. Juste, voilà, de sentir que c'est des petits équipements à vie qui sont disponibles dans dans cette machine miraculeuse qu'est notre corps. Donc, bien évidemment, je pourrais vous donner tous les « il faut que ». Mais on est d'accord que les « il faut que », vous pouvez les trouver sur Internet.
Donc, le plus important, c'est, voilà, s'il y a eu une petite graine qui a été plantée aujourd'hui, la petite graine de la prise de conscience, derrière, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on termine, pour ceux qui ont le temps, ceux qui n'ont pas le temps, bien évidemment, je comprendrais que vous leviez, mais avec quoi vous repartez et qu'est-ce que vous avez décidé de changer, comme, encore une fois, si vous avez changé d'1 degré, mais c'est magnifique. Avec quoi je repars comme info dans ma boîte fournie et qu'est-ce que je vais décider de changer à mon petit niveau, parce qu'on connaît bien ce sujet du battement d'ailes de papillon, hein. Voilà, il y a un petit truc que je change moi, de manière systémique, il y a quelque chose qui va se faire dans ma famille, dans mon rapport à l'entreprise, voilà. Qu'est-ce que je fais pour moi qui va avoir une résonance pour l'autre? Je dirais être un petit peu plus vigilante, peut-être encore davantage qu'aujourd'hui, à la protection des enfants. À la protection des enfants. Merci. Enfants et aussi Équipe. Transmettre. Monsieur. Alors, moi, je suis Bienvenue au club. En fait, si je suis venu ici, c'est que je savais que je l'étais. Et Ouais. le regard des autres me déplaît. Hmm. D'accord. Et bonjour, je m'appelle Willy. En fait, je me pose une question. Ouais. Je raconte ma vie. Depuis 2006, date à laquelle j'ai eu mon premier smartphone. C'était pas un smartphone, c'était un BlackBerry. Ouais. Moi, c'est l'équivalent à du professionnel, du personnel, dans un outil. J'ai passé il y a 2 ans 5 jours de vacances déconnectés, sans faire exprès, et j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Ouais. Ça, j'arrive pas à le reproduire. Pourquoi? Parce que C'était imposé. le smartphone, c'est la voix et la data. Je pense que je peux me déconnecter de la data, mais pas de la voix. Donc comment on fait? Tu prends un dumbphone. Et ben voilà, c'est ce que je... Tu prends un dumbphone, mais vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je dis que pour passer des bonnes vacances, c'est de revenir au dumbphone, c'est-à-dire que les dumbphones, vous les trouvez pour rien, vous les achetez pour rien. Les dumbphones, c'est les téléphones où il n'y a pas Internet, il y a juste les textos et les appels. la seule solution. Évidemment, non, il n'y a pas que cette solution. Tu peux aussi venir avec moi 1 fois par an, j'organise des retraites dans le désert, 5 heures de marche par jour en silence. Il n'y a pas de connexion dans le désert, mais tu peux amener ton smartphone. Et puis, il y a aussi ce côté, genre, je décide. Il y a un truc qui est soit, il faut que j'attende que ça soit obligé, mais quel est moi, mon engagement, quel est moi, ce pas de côté que je décide de faire plutôt que de dire, je le ferai s'il n'y a pas de connexion, je le ferai si mon téléphone tombe dans les toilettes. Non, quel est moi, vraiment le push que je mets. Et tu parlais de data, excusez-moi, je suis très mal polie, je tutoie. Tu parlais de data. Aujourd'hui, encore une fois, si pour certains, le sujet de l'écologie peut être une raison supplémentaire, la plus grande pollution aujourd'hui, c'est la connexion. Pourquoi? Parce qu'on est obligé, avec toutes les datas, avant, il y avait des petits couloirs de grandes machines qu'il fallait refroidir. Maintenant, c'est des grands couloirs de grandes machines de data qui hébergent nos datas, et on n'en est qu'au début, qui sont obligés de sans arrêt refroidir. Grosse pollution environnementale. Beaucoup d'énergie. Oui. Parfois, on échange nos téléphones avec ma femme en vacances. Ah, waouh! Ah, ça, c'est énorme. Celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Hein. En fait, Ah, la on est vache! au ski, on échange nos téléphones, et donc je réponds, je dis elle n'est pas dispo, elle n'est pas avec moi. Et si c'est vraiment important, on se cache et dit tu as eu un appel important de l'intel, et vice-versa, ce qui fait qu'elle ne peut pas checker ses emails, elle ne peut pas checker ses WhatsApp, elle ne peut pas checker son Instagram. Elle peut pas être avec son amant, quoi! C'est surtout ça! Moi, qui suis addict, c'est nickel, on fait ça au restaurant, on échange nos portables. Et donc, du coup, pas important, un numéro inconnu laissera un message. Vous savez combien de temps que tu es marié? Ça fait 14 ans. Oh, respect. Moi, je dis respect. Ah ouais, moi, je dis respect. Ah ouais. Si au bout de 14 ans, tu arrives à échanger le téléphone avec ta femme, mais respect. Hein. Alors, franchement, waouh! D'autres... Je sais pas dit combien de temps, mais... Ouais, mais quand même. D'autres retours, d'autres feedbacks avec quoi vous repartez? Questions, si vous avez des questions, qu'on termine. Moi, je me dis que j'ai envie de faire, parce que j'ai 3 ados. Ouais. Je trouve ça hyper compliqué pour des parents de leur dire arrête, parce qu'on lutte toute la journée. Et je me suis dit que j'avais envie de faire un board qu'on remplirait 1 fois par jour. Ça va être compliqué
mais au moins une fois par semaine, pourquoi on se déconnecte Ouais, et en même temps, merci. L'idée vraiment, avec les ados, avec les jeunes, c'est de mettre du ludique, c'est mettre du fun, c'est de rajouter, montrer des vidéos, montrer le film, montrer des vidéos qui parlent de ça, raconter des histoires. La dernière histoire très sympa à raconter, c'est qu'il y a une jeune Kazakh de 15 ans qui est morte il y a pas longtemps parce elle s'est endormie avec son téléphone allumé sous l'oreiller, chargé avec les écouteurs, et ça a chauffé. Donc voilà, vous pouvez raconter des histoires sympas comme ça. Moi, j'ai une question de la prévention, information dans les lycées, parce que C'est ça la clé, ouais. C'est ça, c'est lié à la base. Non, mais il y a des assos pour ça. Il y a des assos top pour ça. Donc, mais c'est pas à vous de le demander, c'est généralement à l'école de le demander. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller faire de la prévention. Plus, moi, je fais de la prévention entreprise, où je viens animer des ateliers qui permettent, moi, pour tous les ateliers que j'ai animés en entreprise, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils étaient tout énervés. Et puis ensuite, ce que ça déclenche, c'est que ça devient un sujet où on sort du déni. C'est-à-dire que le nombre de personnes que ça gêne d'avoir le phubbing, les réunions avec les téléphones, le nombre de personnes que ça ensuite libère d'avoir pu parler de ce sujet et d'avoir co-construit, parce que ce que je fais en entreprise, c'est cette conférence, c'est la base, et ensuite je propose un atelier, on vient co-construire des bonnes pratiques qu'on va mettre en place dans l'année. Ok ? Et donc quand on met des bonnes pratiques et qu'on co-construit des bonnes pratiques, ensuite il y a quelque chose de plus vertueux qui se met en place. Voilà. D'autres partages Je sais pas, on devrait mettre des casiers dans les salles de réunion. Bien sûr. On dépose C'est la base. ou même des free zones. Oui, je veux dire, dans les salles de réunion, il n'y a pas de téléphone. En fait. C'est la base. Parce que si on n'oblige pas les gens à le faire, moi la première, dans les deux. Mais c'est la base, c'est la base. Aujourd'hui, aux États-Unis, avant, ils avaient commencé avec les petites mallettes où on déposait les téléphones. Mais ça n'a pas suffi. Non, mais attends, j'ai un truc super important là. Vraiment, 11h10, je suis désolée, mais il faut. Ah, je reprends mon petit truc dans ma mallette. Donc maintenant, qu'est-ce qui se fait ? Les réunions se font en marchant. En marchant, tu n'as plus ton téléphone et tu marches et tu t'arrêtes pas de marcher. Et donc, la réunion est beaucoup plus courte, l'attention est beaucoup plus présente. Donc, voilà, il y a de nouveaux choses qui se Un mettent. vrai sujet, c'est sur les soirées. Et surtout chez les jeunes. Je suis DJ. Faites une soirée de 13 ans, c'est compliqué et c'est pas la même qu'il y a 10 ans. Ils sont tous sur leur téléphone. Encore une fois, l'idée, c'est le cadre. C'est encore une fois le cadre. Ça dépend du cadre. C'est-à-dire que moi, je passe pour vraiment la chieuse quand ma fille n'a pas beaucoup de copines, du coup. Mais il n'y a pas de téléphone, quoi. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. On est en vacances, il n'y a pas de téléphone. Il y a d'autres choses. Il y a les jeux, il y a la mer, il n'y a pas de téléphone. Donc, ça fait la tête au départ. Mais après, ça ne fait plus la tête. C'est-à-dire qu'il y a Par contre, il faut vraiment aller les stimuler. C'est-à-dire que du coup, encore une fois, il est de notre engagement et de notre responsabilité de mettre du temps à, quand il n'y a pas de téléphone, comment j'interagis, comment je crée de l'animation, ça demande plus d'énergie pour nous, mais c'est tellement plus nourrissant pour eux. Donc, c'est de mettre un cadre, c'est de dire, OK, ce soir, on va faire un truc de dingue, sans téléphone. Voilà. Donc, c'est de le mettre comme ça, quoi. C'est pas, il n'y a pas de téléphone. Donc vraiment, c'est pas se transformer en voilà quoi. C'est pareil en entreprise. C'est comment voilà quoi. Quand j'organise des dîners, des déjeuners en silence, bien évidemment il n'y a pas le téléphone, mais il n'y a rien. Alors avant, quand j'organisais les dîners en silence et en pleine conscience, on n'est pas qu'en silence, il y a la méditation, il y a l'opéra, mais il y avait les bouteilles de vin avec les étiquettes. Donc évidemment, moi si je me mets en silence dans un dîner et que je reste en silence et je te regarde, tu vois, voilà, tu commences à rougir. Et... Donc l'idée, c'est que avant, les gens, ils regardaient les étiquettes de vin. Ils étaient comme ça tout le déjeuner. Et donc, j'ai enlevé les étiquettes de vin pour que le regard puisse souffrir, pour que l'attention puisse se redonner. Donc, c'est vraiment un sujet d'attention. C'est comment je me réapproprie mon attention et je puisse décider à qui je l'offre et comment je l'offre. Merci pour la vôtre aujourd'hui.